Bonjour, mon nom est Sarah Charbonneau. Ça me fait plaisir de vous accueillir à ce point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 9 décembre. Aujourd'hui, les 4 porte-paroles qui s'adresseront à vous sont tout d'abord Mme Caroline Roy, PDG, Dr Lise Landry, directrice de santé publique, Dr Omobola Sobanjo, médecin conseil en santé publique, puis Mme Katia Châteauvert, qui est directrice de la campagne de vaccination COVID. Mme Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour Mme Charbonneau, je suis dans l'incapacité de partir la vidéo. Désolée pour la situation, ça devrait être résolu. Oui, bonjour. Donc, toujours un plaisir de m'adresser à vous, représentants des médias, membres de la population qui nous suivez également. Donc, premièrement, c'est avec tristesse qu'on a constaté un nouveau décès dans les derniers jours lié à la COVID-19. Donc, au courant de la fin de semaine dernière, un décès pour lequel vraiment j'offre mes sincères condoléances à toute la famille et aux proches qui sont affectés par ce décès. Aussi, nouvelle information du jour, donc une éclosion majeure, importante là, à l'hôpital de Rouyn-Noranda, au 5e étage, qui est une éclosion du virus respiratoire syncytial, donc qui concerne les personnes qui sont hospitalisées, admises là, au 5e étage de l'hôpital de Rouyn-Noranda, qui est l'unité Les Collines. Et donc, je vous confirme qu'il y a une suspension des visites pour cet étage jusqu'à la levée des différentes mesures liées à l'éclosion. La durée de la suspension des visites est minimalement pour les 2 prochaines semaines. La situation sera réévaluée régulièrement, puis les informations vous seront communiquées. Évidemment, pour les visites pour des raisons humanitaires, donc pour des fins de soins de vie, par exemple, sont permises, et les proches aidants également qui contribuent à l'offre de soins et services auprès des personnes qui sont hospitalisées et qui sont au 5e étage sont aussi permises. Concernant la réorganisation des services, donc en lien, entre autres, avec notre grande pénurie de main-d'œuvre, puis les différentes actions et l'appel à la collaboration aux partenaires de milieu, c'est vraiment avec un très grand plaisir qu'on embarque dans une démarche qui est amorcée, qui est initiée par les acteurs du milieu en Abitibi-Ouest, donc qui s'intitule « La grande séduction, c'est nous », pour lequel un lancement a été réalisé cette semaine. Et c'est vraiment avec plaisir que le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue collabore et sera un acteur très actif au sein de cette démarche. C'est une démarche qui a été entreprise, qui est d'une envergure et qui est extraordinaire pour notre région, qui rassemble plusieurs partenaires du secteur d'Abitibi-Ouest dans une volonté vraiment de créer un partenariat pour viser l'attractivité, viser davantage de formation de personnel en santé, en services sociaux, également assurer un accueil, une intégration dans le milieu pour les personnes qui pourront bénéficier des différentes mesures, des différentes solutions ou alternatives mises en place par les acteurs du milieu en collaboration aussi avec notre organisation. De notre côté, notre engagement, c'est réellement de revenir à des services de proximité et l'entièreté des services tels qu'on les connaît dans ce secteur-là. Donc, notre engagement est toujours de maintenir puis de reconfirmer l'importance qu'on a à maintenir nos services de proximité, priorité qui, maintes fois, a été aussi démontrée par la population en Abitibi-Ouest, mais dans tous les secteurs de la région. Donc, je réaffirme cet engagement auprès de la population à travers aussi la contribution à cette belle grande démarche d'Abitibi-Ouest. Maintenant, je souhaite souligner aussi l'arrivée d'une infirmière française dans le territoire du Témiscamingue qui est arrivée ce jour. Donc, je tiens à remercier aussi les partenaires du milieu au Témiscamingue pour l'accueil qui est réalisé au sein des différentes municipalités, non seulement milieu de travail, mais donc accueil au sein du milieu pour favoriser l'intégration de cette nouvelle employée dans le réseau de la santé et services sociaux. Je vous rappelle également qu'on est en processus de recrutement de plus de 80 infirmières pour la prochaine année, issues de l'international, qui viendront bonifier les équipes au sein de notre organisation, mais donc qui viendront aussi s'intégrer au sein de nos milieux ici en région. Belle nouvelle aussi, dans les différentes mesures gouvernementales annoncées, il y a des programmes de bourse maintenant pour favoriser la formation d'infirmières auxiliaires et la formation de personnel administratif. Donc, il me fait plaisir de vous confirmer
que c'est 78 bourses de 20 000 pour favoriser la formation d'infirmières auxiliaires qui sont octroyées pour l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ils sont disponibles dès maintenant et j'invite les gens à aller consulter notre page Internet ou à contacter le Centre de formation professionnelle Aricana pour avoir tous les détails d'inscription pour cette formation accélérée. Formation qui débute dès le 17 janvier 2022, donc d'ici pratiquement un mois. Puis, vraiment, les gens doivent s'inscrire. Une formation d'une durée de 14 mois, puis par la suite seront des employés à temps complet là, au sein de notre organisation. Donc, infirmière auxiliaire, 78 bourses de 20 000 Également, pour personnel administratif, c'est 56 bourses de 4 000 pour une formation de 8 semaines. La date de début de formation est à confirmer, ce sera après les fêtes. Mais là, encore une fois, sur notre site Internet, je vous invite à aller le consulter. Il y a différents organismes qui vont donner la formation. Formation de 8 semaines, je le répète encore une fois, des bourses de 4 000 56 bourses au total pour des personnes qui pourront par la suite intégrer notre organisation, fort probablement au printemps prochain, en soutien administratif à nos équipes cliniques au sein de l'organisation. J'invite tout le monde, puisque c'est vraiment des posts et de l'information qu'on diffuse largement, toute la population, faites circuler rapidement l'information, parlez-en à vos proches, à ceux que vous connaissez, afin qu'on puisse vraiment profiter de ces bourses-là, de cette belle opportunité pour bonifier les équipes au sein du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Dernier message concernant la période des fêtes, c'était bien attendu et ça a été confirmé là, par le gouvernement et le premier ministre lui-même. Donc, les mesures sanitaires pour la période des fêtes dès le 23 décembre et c'est applicable pour toutes les régions du Québec. Il y a un assouplissement qui permet des rassemblements jusqu'à 20 personnes. Donc, 20 personnes dont la recommandation, c'est que ce soit des personnes vaccinées. Évidemment, à partir du moment où il y a des rassemblements, particulièrement dans le temps des fêtes, il y a aussi différentes mesures là, qui vous seront proposées en recommandation par Dr Landry. Donc, comment recevoir, comment on reçoit nos invités pour la période des fêtes, mais l'assouplissement nous permet maintenant, à partir du 23 décembre, d'avoir des rassemblements de 20 personnes. Que ce soit à votre domicile, que ce soit dans un chalet loué, que ce soit dans une salle même louée, c'est des rassemblements privés, donc la limite est toujours de 20 personnes. Les enfants, même les tout petits et les très petits, comptent évidemment dans le total du 20 personnes. Encore une fois, je le mentionne, recommandation de vaccination pour la totalité là, des convives qui seront conviés à vos rassemblements. Je vous remercie, Mme Charbonneau. Merci, Mme Roy. Dr Landry, je vous laisse maintenant la parole. Oui, bonjour à tous. Merci, Caroline, pour les bonnes nouvelles. Maintenant, j'aimerais quelques messages, réitérer l'importance de ce que Caroline vient de mentionner pour les rassemblements privés de 20 personnes adéquatement vaccinées. Le but n'est pas d'exclure les non-vaccinés, mais c'est certainement de les protéger. Et autre chose, c'est sûr, si vous avez des symptômes qui s'apparentent à la COVID, s'il vous plaît, ne pas vous présenter au rassemblement privé. Donc, isolez-vous et allez vous faire dépister, c'est très important. Et pour les gens qui reçoivent à la maison, c'est important, comme on l'a mentionné l'an dernier, l'outil sera mis à jour sur notre site Facebook sous peu. Ça s'intitulait Réception pour la période des fêtes. Donc, il était grandement mentionné l'importance de ventiler les pièces de la maison au moins une fois par heure, lavage des mains, respect de la distanciation si on est en présence de personnes vulnérables, de porter le masque également. Éviter aussi les rassemblements successifs. C'est un maximum de 20 personnes mentionnées. Ce n'est pas obligé qu'à tous les jours, qu'il y ait 20 personnes dans nos maisons. Il ne faudrait pas se retrouver comme après les fêtes l'an dernier avec le nombre de contacts sociaux élevés. Vous savez, on a eu quand même beaucoup de cas. Maintenant, comme autre message, j'aimerais personnellement remercier tous les parents des jeunes enfants de 5 à 11 ans qui ont répondu de façon très positive à la campagne de vaccination. On vous remercie beaucoup. C'est un bon geste, protéger votre enfant, protéger l'entourage, les grands-parents, les oncles et tantes durant la période des fêtes et ceci devrait aider grandement. On l'espère à réduire la transmission communautaire et aussi à fermer les classes là, pour cause d'éclosion.
Alors, ça ferait le tour pour moi. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions s'il y en a. Merci. Merci, Dr. Landry. Dr. Sabanjo, je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup, Madame Charbonneau. Bonjour tout le monde, c'est une opportunité pour moi, c'est un privilège de pouvoir vous partager les données épidémiologiques ainsi que quelques messages. Donc, pour commencer, hier, ce sont 12 nouveaux cas qui ont été confirmés dans notre région, dont 5 dans l'MSC de Rouyn-Noranda, 3 dans l'MSC de Vallée-des-Lords et 4 dans l'MSC de Témiscamingue. Depuis le dernier jour, on commence à voir une montée lentement. Le nombre de cas confirmés dans l'MSC de Rouyn-Noranda est tranquillement en augmentation. Ce qui fait en sorte que maintenant, nous avons 17 cas actifs dans l'MSC de Rouyn-Noranda, 32 cas actifs dans l'MSC de Vallée-des-Lords et 32 dans l'MSC de Témiscamingue. Donc, on voit une diminution importante du nombre de cas actifs dans l'MSC de Témiscamingue. Pour la MSC d'Abitibi-Ouest, il y a un cas actif, ce qui fait en sorte que nous avons 82 cas actifs en total en Abitibi-Témiscamingue. De plus, nous avons 3 personnes hospitalisées, dont une personne est à l'unité de soins intensifs. Donc, nous continuons à espérer que ces personnes-là, leur état de santé va bien évoluer pour qu'ils puissent rejoindre leur famille le plus rapidement que possible. C'est important aussi parce que hier, d'un nombre de cas que nous avons eu, plusieurs d'entre eux avaient participé à un rassemblement privé. Donc, c'est pour ça que c'est important le rappel qui a été fait ainsi par Mme Roy, mais aussi par Dr. Landry, parce que nous avons actuellement au moins 2 situations dans lesquelles nous avons plusieurs cas qui ont été associés à une activité de rassemblement privé. Donc, on doit faire attention avec ça. Aussi, nous avons quelques milieux de travail, donc nous avons 3 milieux de travail pour lesquels une éclosion a été confirmée également. Heureusement, la situation au niveau scolaire a beaucoup amélioré. Donc, nous avons fermé plusieurs éclosions et bien que nous avons quelques groupes encore qui sont toujours en isolement, il y a plusieurs qui terminent d'ici la fin de semaine et d'autres début de la semaine prochaine. On espère que ça va continuer à bien aller dans ce milieu, particulièrement parce que nos partenaires de centres de services scolaires ont mis en place beaucoup de mesures rehaussées qui ont permis de freiner la transmission dans leur milieu. Donc, on les remercie pour ça. On sait que ce n'est pas toujours facile d'avoir les enfants qui portent le masque tous les jours, mais ça évite la transmission et ça fait en sorte que les élèves peuvent poursuivre leurs études en classe sans avoir à être en isolement à la maison. Une autre chose que je dois mentionner, c'est qu'à date, nous n'avons aucune confirmation de présence de variant Omicron ici en région. Nous n'avons pas des personnes non plus pour lesquelles nous avons un suivi parce qu'elles reviennent d'un des pays qui sont sous la liste d'une transmission importante d'Omicron. Aussi, c'est important de rappeler qu'avec le variant Delta déjà, ça fait plusieurs semaines qu'on a toujours au moins une personne hospitalisée. Donc, vous voyez qu'avec la transmission actuelle, qui est plus faible que ce qu'on a constaté au début de l'année, juste après le période de fête, on a quand même un bon nombre d'hospitalisations qui est plus élevé que ce qu'on sait normalement. Donc, normalement, quand on a autant d'hospitalisations, on aura beaucoup plus de nombre de cas. Mais ces temps-ci, parce que le variant Delta est beaucoup plus sévère et ça rend les gens non vaccinés beaucoup plus malades, ça fait en sorte qu'on retrouve des cas hospitalisés. Donc, c'est important de bien respecter les recommandations. Lorsqu'on doit rencontrer des personnes non vaccinées, il faut mettre en place des mesures. Donc, la distanciation, le port de masque et limiter le rapprochement de sorte que, et le nombre de personnes qui sont là ou de familles qui sont présentes, de sorte que si jamais il y a une transmission, au moins, il y aura moins de personnes touchées par une telle transmission. Dernier élément que je dois mentionner, si on est avec la vaccination, plutôt cette semaine, le 7, pour être précise, on a eu l'annonce qui offre la recommandation pour que plusieurs autres groupes puissent accéder à leur dose de rappel. Donc, les groupes qu'ils ont visés sont maintenant le travailleur de la santé, les personnes qui sont 18 à 59 ans ou plus, qui vivent avec un malade chronique
des résidents des communautés isolées et éloignées, de personnes âgées de 60 et 69 ans. Aux autres, ils vont pouvoir commencer à prendre le rendez-vous plus tard, au début de l'année, et aussi les femmes enceintes. Il faut se rappeler pourquoi c'est important qu'on reçoit une dose de rappel. Premier élément à se rappeler, c'est que les groupes qui sont visés actuellement, plusieurs d'entre eux, ça fait, comme les travailleurs de la santé, ça fait déjà plus de 6 mois, et même dans certaines communautés autochtones et éloignées. Donc, c'est plus de 6 mois. Ça ne dit pas que la protection est complètement disparue. Ce que ça veut dire, c'est qu'on commence à avoir une érosion. Donc, ça diminue tranquillement. C'est ne plus si forte que ça l'était dans les premiers mois suivant la vaccination. Toutefois, la protection que nous avons actuellement, même si ça fait 6 mois après qu'on a eu nos doses, est aussi bon contre l'hospitalisation et le décès. Mais ça ne protège pas aussi efficacement contre toute infection. Donc, l'infection légère, une petite maladie, de rhume, toute infection tout court. C'est pour ça qu'on recommande que ces personnes-là prennent rendez-vous pour avoir leur dose de rappel. Mais ils n'ont pas besoin de dépêcher et essayer de le faire à 5 mois ou à 4 mois. Pourquoi? Parce qu'à 4 mois, l'efficacité est aussi bonne. Donc, le fait d'ajouter un autre n'est pas nécessaire. On peut attendre, on peut prendre le temps qu'il faut, attendre notre rendez-vous et le faire après 6 mois. Donc, aussi, c'est important. Je sais qu'il y en a qui posent des questions. Les femmes enceintes, ça se peut que c'est fort probablement, c'est pas ceux qui ont été enceintes lorsqu'on a commencé la vaccination plus tôt dans l'année, mais c'est une bonne façon de protéger parce qu'on avait vécu avec les variants que les femmes enceintes, lorsqu'ils attrapent la COVID, ils sont plus à risque d'hospitalisation. Donc, on ne veut pas qu'ils soient exposés alors qu'ils auraient eu l'occasion d'être beaucoup plus protégés pour éviter une hospitalisation. Un autre avantage des doses de rappel, c'est que ça fait en sorte que ça suscite nos corps de produire des anticorps beaucoup plus fortement et ça va être assez récent, de sorte que si le nouveau variant arrive, si on est face à, par exemple, l'Omicron, même si l'Omicron est capable d'éviter un peu, d'échapper un peu le vaccin, le fait qu'on a beaucoup d'anticorps dans notre corps va quand même offrir une protection beaucoup plus que si on a dépassé le 6-7 mois et on n'a pas eu nos troisièmes doses. Donc, c'est important de le prendre si on est visé et d'encourager ceux qui sont autour de nous de le faire. Et s'il y a des gens qui ne sont pas encore vaccinés du tout, il y a toujours le temps de le faire. Merci beaucoup. Je suis tellement disponible pour répondre à vos questions. Merci, Madame Chateaubert. Je vous invite à compléter l'information. Et merci, Mme Charbonneau. Merci à Dr. Sobenjo et Mme Roy. Donc, je vais poursuivre avec le bilan de la vaccination. On va vous faire une petite présentation pour les 5-11 ans dans notre région. Donc, comme vous voyez, nous avons une couverture vaccinale. Puis quand je parle de couverture vaccinale pour nos 5-11 ans, ça inclut en bleu les enfants qui ont été vaccinés, en orange les enfants qui ont présentement un rendez-vous ou qui seront vaccinés au courant de la semaine prochaine en collaboration avec les centres de services scolaires et la commission scolaire Western Québec. Donc, comme vous voyez, pour le secteur de Rouyn-Noranda, nous avons rejoint 74,5 % des enfants. En Abitibi-Ouest, 73,6 %. En Abitibi, 75,5 %. Dans la Vallée de l'Or, 61 % et au Témiscamingue, 56 %. Je tiens à préciser que les enfants qui ont fait la maladie, donc on comprend que dans le secteur de la Vallée de l'Or et du Témiscamingue, il y a quand même eu un nombre d'enfants qui ont eu la COVID dans les dernières semaines, n'ont pas à recevoir de doses avant 8 semaines après la maladie. Donc, c'est certain qu'on aura un certain nombre d'enfants qui ne seront pas vaccinés et que pour le moment, ce n'est pas nécessaire de le recevoir. Ils ne sont surtout pas admissibles pour la première dose. En même temps, quand on parle des enfants, je tiens à préciser qu'entre la première et la deuxième dose, c'est la même intervalle recommandé que pour les adultes, donc c'est 8 semaines. Et les enfants qui ont fait la maladie ont besoin uniquement d'une seule dose pour être bien protégés. Donc, si on poursuit avec les doses de rappel, comme a parlé Dr. Sobenjo, pour les personnes de 70 ans et plus, je tiens à rappeler encore que c'est le 6 mois d'intervalle entre la deuxième et la troisième dose. Et si vous allez obtenir votre 6 mois, exemple, le 15 janvier,
vous pouvez déjà prendre votre rendez-vous à l'avance après le 15 janvier. Dans le fond, donc votre rendez-vous sera déjà déterminé là, pour que vous puissiez aller chercher votre 3e dose après la période des fêtes. Ensuite, concernant les doses de rappel, comme disait tout à l'heure Dr Sobenjo, cette semaine, on a eu l'annonce d'ajout pour les personnes atteintes de maladies chroniques là, de 18 ans à 59 ans, les femmes enceintes, les travailleurs de la santé. Donc, présentement, les personnes avec une maladie chronique, les femmes enceintes peuvent prendre rendez-vous sur Clic Santé. Pour les travailleurs de la santé, présentement, il nous manque quelques informations pour pouvoir rendre les plages disponibles. Donc, on vous demande de surveiller sur Clic Santé au courant en début de la semaine prochaine et les plages devraient être disponibles pour que vous puissiez prendre rendez-vous pour aller chercher votre 3e dose, qui est aussi à un intervalle de 6 mois entre la 2e et la 3e. Concernant les catégories d'âge qui vont être ajoutées après la période des fêtes, donc le 4 janvier, les personnes de 65 à 69 ans vont pouvoir prendre rendez-vous. Donc, présentement, ce n'est pas disponible pour ces gens-là, mais à compter du 4 janvier et à compter du 6 janvier, les personnes de 60 à 64 ans vont pouvoir prendre un rendez-vous en respectant toujours le 6 mois d'intervalle. Donc, je fais un petit rappel. Pour prendre rendez-vous, vous allez sur Clic Santé vous-même sur Internet ou vous pouvez toujours appeler notre centrale téléphonique au 1-877-644-4545. Donc, ça fait le tour des informations que j'avais partagées. Merci. Nous en sommes à la période de questions. J'invite les représentants des médias à adresser leurs questions en levant la main ou en utilisant la zone de clavardage. Une première question de Mme Annie-Claude Luneau de Radio-Canada. Bonjour à tous. Ma question est pour Mme Roy concernant la 2e ambulance de nuit autorisée à Sainte-Terre. Je voudrais savoir les raisons qui ont mené à cette décision. Est-ce que c'est le décès de M. Genet qui vous a amené à ajouter une ambulance supplémentaire? Oui, bonjour. En fait, dès la mise en place là, de la réorganisation de services qui s'inscrit dans le grand plan de contingence lié à notre pénurie de main-d'œuvre en région, il était prévu de faire la bonification des services ambulanciers dans le secteur de Sainte-Terre. Les échanges ont été faits là, avec le ministère à ce sujet-là. Dans un premier temps, depuis le 18 octobre, vraiment, c'est une couverture de 8 à 20 heures qui a été ajoutée, donc avec un véhicule supplémentaire. Puis maintenant, c'est vraiment, là, ça me fait plaisir de vous confirmer qu'effectivement, depuis mardi de cette semaine, il y a l'ajout d'un véhicule supplémentaire également de 20 heures à 8 heures. Prochaine question, Mme Marie-Hélène Daigneault, TVA. Bonjour, ma question est en lien avec les derniers cas qui ont été annoncés là, dans la journée. On nous parle d'un rassemblement privé. Est-ce qu'on sait dans quelle MRC se trouve, s'est passé ce rassemblement privé, puis combien de cas sont liés à ce rassemblement-là? Merci beaucoup pour votre question. Malheureusement, on ne nommera pas la MRC ni le nombre de cas, mais je pourrais vous dire que le nombre de personnes présentes au rassemblement respecté, donc ce n'était pas plus que des personnes prévues. Ce qui était juste malheureux, c'était quelqu'un était en phase d'incubation et il y a eu de transmission de la COVID au sein de rassemblement. Ce qui indique que même si on respecte les règles, on peut quand même être aux prises avec une éclosion. Pierre-Olivier Poulain, le citoyen. Bonjour à vous. C'est juste savoir un peu concernant l'éclosion à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Est-ce qu'on est capable d'avoir un peu plus de détails au niveau des chiffres et de la gravité justement de l'éclosion qui se passe à l'hôpital de Rouyn-Noranda? Madame Roy, souhaitez-vous répondre? Oui, pardon. Donc, il y a un communiqué, pardon, qui a été acheminé, que vous pourrez consulter à ce sujet-là, mais quand il est question d'éclosion majeure, sans vous confirmer le nombre de cas actuellement, c'est qu'il y a un pourcentage élevé des résidents qui sont affectés par le virus actuellement, le virus respiratoire syncytial, avec risque de transmission là, qui est associé aussi. Donc, c'est l'information que je peux vous donner aujourd'hui et vous référer au communiqué, mais également à toute nouvelle information qui vous sera transmise là, dans les prochains jours, prochaines semaines quant à l'évolution de la situation et surtout des mesures pour la population qui doivent être communiquées, notamment liées aux visites présentement. Merci. Madame Luneau. Je poursuivrai peut-être sur ce sujet-là. Peut-être c'est Dr Landry ou Dr Sobenjo qui pourraient nous répondre, mais sur
c'est quoi le virus respiratoire syncytial et est-ce qu'on le voit circuler aussi dans le reste de la population? Merci pour votre question. Oui, je pourrais répondre. Oui, le virus respiratoire syncytial, c'est un des virus respiratoires qu'on voit pendant la période automnale et hivernale. Donc, ça a toujours été présent. Chaque hiver, chaque automne, on le voit. Sauf que souvent, normalement, on le voit, les personnes qui sont touchées ou qui sont affectées sont des enfants plus jeunes. C'est des personnes parce qu'aux autres, ils n'ont jamais été en contact avec le virus. Donc, lorsqu'ils sont très jeunes, de jeunes âges, et c'est pour ça qu'on donne, il y a le Synagis qu'on donne aux bébés et tout pour prévenir cette infection-là. Mais depuis l'année dernière, il n'y a pas eu une circulation de ce virus-là et on pense que la population, étant donné qu'ils n'ont pas été en contact, ils ont perdu une partie de leur protection, leurs anticorps contre ces virus-là, de sorte que depuis l'été déjà, on commençait à constater une augmentation de ce virus-là au sein de notre population. De fait que même les adultes commencent à avoir des symptômes et des fois, on a eu des adultes hospitalisés en raison de ce virus-là, même des personnes plus âgées, des personnes vulnérables. Donc, cette année était un peu particulière parce que après plus de 20 mois sans circulation de virus, le virus est revenu et ça cause des symptômes plus francs. Et ça fait en sorte que les gens sont plus malades. Donc, quand on a cette virus-là, ça cause des symptômes qu'on connaît, des symptômes grippaux. Donc, il peut avoir fièvre, il peut avoir de tout. Donc, c'est les mêmes symptômes qu'on connaît. Et souvent, on ne teste pas pour avoir ces gens-là, sauf pour des jeunes enfants et les personnes plus vulnérables. Mais cette année, on le voit plus fréquent dans la communauté. Et il y a quelques semaines, on avait envoyé des informations de sorte que malgré le fait que les gens ont passé un test de dépistage négatif, s'ils ont encore des symptômes importants, ils doivent s'isoler ou limiter leur déplacement pour pas qu'ils amènent ce virus-là vers des personnes qui sont plus vulnérables et qui vont faire une maladie plus sévère. Parce que malheureusement, il n'y a pas de vaccin pour ce virus-là. Madame Daigneault. Oui, j'ai une question par rapport à Centre maintenant qui s'adresserait probablement plus à Madame Roy. Je veux savoir où en sommes-nous rendus par rapport à l'embauche d'infirmières pour l'urgence de Centre? Oui, bien, merci de poser la question. En fait, les démarches sont très actives. Là, il y a eu des contacts déjà avec 2 personnes intéressées. Les démarches ne sont pas conclues actuellement, donc je ne suis pas capable de vous confirmer. Là, je ne suis pas en mesure de vous confirmer des embauches réelles pour le secteur de sanitaire de personnes infirmières qui pourront contribuer aux équipes et nous permettre éventuellement, puis j'espère le plus rapidement possible, de bonifier l'offre de service en termes de couverture d'heures. Mais les démarches sont très actives et on fait tout ça aussi en collaboration avec les représentants de la communauté, puisque vraiment l'effort est collectif aussi de ce côté-là, bénéficiant à la fois d'incitatifs des mesures du gouvernement telles qu'elles ont été annoncées, qui permettent vraiment d'être attractifs et de se distinguer en région. Madame Ludon? Oui, j'aurais une question pour Dr Sobenjo sur la venue des tests rapides dans les écoles. Le gouvernement du Québec a mentionné qu'on allait distribuer des tests rapides partout dans les écoles du Québec. Donc, je voulais savoir si ce serait le cas chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Donc, merci pour votre question. Oui, ça va être chez nous, mais pas tout de suite. Donc, le déploiement de ces tests va commencer dans les régions où il y a plus de cas actuellement. Heureusement, on était beaucoup touchés des dernières semaines, mais maintenant, c'est tranquille dans nos milieux scolaires. Mais nous, à partir de la semaine prochaine, ils vont commencer à envoyer aux régions avec moins de cas dans nos milieux scolaires. Mais effectivement, les tests vont être envoyés, il va y avoir un kit, c'est un kit de 5 tests que les parents vont pouvoir administrer à la maison. Et ça va faciliter parce que des fois, les parents doivent aller faire leur test de dépistage, il faut qu'ils quittent le travail, il faut qu'ils l'amènent. Donc, des fois, c'est plus difficile pour eux de s'organiser pour le faire. Mais le fait d'avoir ces tests va aider probablement à limiter les enjeux associés à l'organisation de leur famille pour faciliter aussi qu'ils passent le test de dépistage. Rappelons que si le test est positif, parce que ces tests-là, étant donné que c'est fait à la maison, c'est pas nécessairement les mêmes techniques qu'on utilise dans nos laboratoires, ils sont moins fiables. Donc, s'il y a un test positif,
les parents doivent quand même prendre rendez-vous pour aller dépister l'enfant dans nos cliniques. Si c'est négatif et les symptômes sont résolus, on peut prendre pour acquis que ce n'est pas la COVID. Mais si les symptômes persistent aussi, il va falloir aller plus loin. Ou si c'est un enfant qui était déjà en contact dans le cas, on doit évaluer s'il y a un autre test nécessaire. Mais ça va d'emblée, ça va faciliter, surtout pendant les périodes de fête. Et les enfants qui testent positif ne vont pas aller au rassemblement avec grand-papa, grand-maman, leur tante, leur entourage familial. Madame Daigneault. Oui, j'aimerais rebondir sur la question de ma collègue, justement, parlant des tests de dépistage rapide. Est-ce qu'on sait combien de tests vont être envoyés ici dans la région? Je ne le sais pas exact, mais ça va être fait en fonction d'un calcul. Donc, le ministère est déjà en contact avec les centres de services scolaires. Il connaît le nombre. C'est un peu à l'instar de ce qu'on a fait avec les tests rapides qui sont utilisés actuellement dans nos milieux scolaires lorsqu'un enfant est symptomatique à l'école. Donc, le même calcul, il y a des calculs qui ont été faits qui va permettre, bien évidemment, ça va prendre en considération le nombre de tests disponibles pour toute la province avec un prorata pour notre région, avec une connaissance de nombre des élèves dans chaque école. Donc, il va avoir au moins des tests, mais je ne peux pas vous dire exactement quel nombre de tests on va recevoir comme région. Merci. Ça semble mettre fin à la période de questions. Alors, sur ce, je vous rappelle que tous les vendredis, une infolette est diffusée où vous pouvez trouver plusieurs actualités en lien avec des activités du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Et sur ce, je remercie énormément nos porte-paroles, les représentants des médias, les personnes de la population qui ont assisté via le Facebook de l'organisation au point de presse. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.